de la gestion des échecs de la chirurgie de l'obésité en général. Et je mets toujours ça sur mes diapos. Ça, c'est l'hôpital Henri Mondor à Créteil, où j'ai fait toutes mes études et toute ma carrière. Et depuis 6 ans, je suis à Beyrouth, dans un hôpital privé affilié à Hopkins, où je gère le service de chirurgie générale, et c'est là où je travaille maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous savez, vous connaissez toute cette diapo de la Swedish Obese Subject Study, où toute la chirurgie de l'obésité, le nadir, enfin la perte de poids maximale est obtenue au bout d'1 an ou 2 ans, et tous les malades reprennent un peu de poids après. Ça, c'est pour le bypass. C'est une série historique, mais qui a l'avantage d'un long suivi à 15 et même à 20 ans maintenant publié. Le bypass, il est là, l'anneau, il est là. Tout ça, c'est mieux que rien faire, mais le bypass est définitivement mieux que l'anneau. Ça, c'est l'opération de Mason qui a été abandonnée maintenant. La sleeve doit probablement se situer un peu plus proche du bypass aujourd'hui. Mais toute cette chirurgie de l'obésité présente un risque de reprise de poids et de complications. Ce que j'appelle échec, ce n'est pas seulement la reprise de poids, mais c'est les complications qui peuvent engendrer une reprise de poids ou d'autres problèmes. Et donc, je pense qu'il y a 3 choses à faire pour ces échecs. Il y a la prévention, c'est la chose la plus importante. Il faut bien sélectionner les procédures. Hein. Il ne faut pas faire des anneaux à tout le monde, ou des sleeves à tout le monde, ou des bypass à tout le monde. Je pense que la sélection de la procédure, donc je vais vous parler dans la première partie comment je vois les choses pour choisir la meilleure opération la plus adaptée aux malades. Et bien sûr, il faut faire une bonne technique, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je vous invite à vous former et à aller souvent dans des centres experts et éventuellement aux masterclass de Covidien, n'est-ce pas, Samy, pour voir vraiment les techniques, parce que la technique, ça joue beaucoup, et les détails techniques, c'est important pour les échecs. Ensuite, quand malgré tout ça, on se retrouve, et on va se retrouver, mais on réduit le pourcentage des reprises de pas ou des échecs, là, il faut un management multidisciplinaire de ces échecs. On a parlé ce matin des problèmes de la gestion médicale, diététique, etc., et psychologique, mais il y a aussi un grand rôle à la chirurgie dont on va parler aujourd'hui. Et puis là, je ne vais pas parler de ça, mais ça, c'est des complications, ça a été évoqué ce matin. Je vais juste vous montrer un truc pour les fistules chroniques après sleeve, parce que c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Donc, premièrement, dans le choix de l'opération, ça c'est la première partie de mon topo. Alors, premièrement, il faut commencer par ne pas choisir des opérations sur lesquelles il n'y a pas assez de data ou qui ne marchent pas très bien. Là, j'ai mis, je ne sais pas si vous en faites ici au Maroc des plicatures gastriques. Ça, c'est l'exemple frappant d'une chirurgie qui a été popularisée. En tout cas, à Beyrouth, il y a beaucoup de gens qui font ça. En Iran, il y en a eu beaucoup qui ont été faits. Et puis, il y a aujourd'hui 3 méta-analyses qui ont revu les données ne serait-ce la sleeve comparée à l'applicature. C'est largement supérieur la sleeve à l'applicature en termes de perte de poids, d'une part, et d'autre part, ça a été vendu au départ comme une opération qui engendre moins de complications, mais toutes ces méta-analyses, en particulier la dernière, celle-là, elles montrent qu'ils ont exactement le même taux de complications, mais avec une efficacité qui est nettement moindre. Donc, premièrement, il ne faut pas se lancer dans une opération et dire à tout le monde que c'est la nouveauté, c'est moins compliqué. En fait, il faut bien regarder ce qui est en train d'être fait et les comparaisons scientifiques, mais pas choisir une opération comme ça, d'autant plus que cette opération, non seulement elle ne marche pas très bien, mais après, pour la convertir en sleeve ou bypass ou autre chose, c'est vraiment très compliqué. Et pour ceux qui sont intéressés, je peux leur donner des vidéos après de conversion de plicature en bypass ou en sleeve ou autre chose. Donc ça, c'est une première chose, choisir une bonne opération. Ensuite, les opérations qu'on fait le plus aujourd'hui, qui constituent 80-90% de notre activité, c'est sleeve et bypass. Après, il y a les 10% qui restent, c'est la révision, les opérations de non-absorption, etc. Je vous montre, ça a été rapidement mentionné ce matin, le rapport du Collège américain de chirurgie, où ils ont rapporté leur data sur 3 ans, sur 30 000 malades. 30 000 malades. Ce n'est pas du prospectif randomisé, mais c'est quand même avec le nombre de malades, on a une puissance assez importante de cette étude. Ils ont comparé 10 000 bypass ouverts et célioscopiques à 10 000 sleeves, à 10 000 anneaux. Et donc, je ne vais pas vous montrer tous les détails, mais en tout cas, toutes les courbes suivent cette forme-là. Ça, c'est la perte de BMI. Le plus efficace étant le bypass, suivi par la sleeve, suivi par l'anneau. Donc ça a été publié dans cette étude. C'est la plus grosse étude en termes de nombre de malades inclus, pas en termes de niveau de preuve. Et puis toutes les comorbidités, la résolution, c'était pareil. Donc dans cette étude-là, ça sort clairement comme ça. Et il y a eu 5 méta-analyses avant 2014 comparant sleeve et bypass. Ça, c'était la première.
Ça a été publié dans le journal canadien de chirurgie, où ils ont comparé les 4 études prospectives randomisées, sleeve et bypass, en termes de comorbidité et de perte de poids. Et dans ces 5 méta-analyses, on a quand même clairement, au niveau des méta-analyses, une supériorité du gastric bypass. Le gastric bypass fait perdre plus de poids que la sleeve, mais c'est pas resté longtemps comme ça, probablement parce que c'est des séries historiques de sleeves qui ont daté entre les années 2000 et 2010, où les sleeves n'étaient pas faites comme aujourd'hui, elles étaient plus larges, ou plus d'antre, etc. Et si on regarde cette dernière publication, c'est la dernière méta-analyse qui a été publiée il y a quelques mois sur ça, on retrouve plutôt, ça c'est la comparaison sleeve et bypass, vous voyez, tout se chevauche sur la ligne médiane, il n'y a pas tant de différence que ça finalement. Jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, je disais, le bypass, c'est le gold standard. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que ces deux opérations sont assez proches l'une de l'autre, en tout cas en termes de perte de poids, et probablement sur la majorité des comorbidités, si on met de côté le reflux et peut-être le diabète. Et si on compare individuellement le bypass et la sleeve à l'anneau, c'est clairement le bypass supérieur à l'anneau et la sleeve est supérieure à l'anneau. Mais sleeve et bypass, aujourd'hui, je pense, j'ai changé d'avis depuis 2 ou 3 ans, je commence à être convaincu que la sleeve et le bypass, c'est quand même assez proche, sauf dans quelques cas particuliers dont on va parler rapidement. Alors, le premier cas particulier, c'est l'histoire du diabète. Alors, il y a eu beaucoup de méta-analyses et de prospectives randomisées sur le diabète. Bien que la sleeve ait une efficacité assez démontrée aujourd'hui sur le diabète, ça reste quand même le bypass qui est le gold de standard, et c'est probablement dû à une explication théorique qui est l'histoire du Hindgut hypothesis. C'est l'arrivée des aliments dans le bypass au grêle terminal va stimuler les cellules pariétales L de l'iléon qui vont sécréter ce qu'on appelle le glucagon-like peptide 1, le GLP-1, qui est une hormone de laquelle on a fait un traitement pour le diabète qui s'appelle le Victoza. C'est des injections en sous-cutané qui sont utilisées aussi pour une perte de poids modeste et qui va stimuler les cellules bêta du pancréas pour sécréter de l'insuline, qui va supprimer le glucagon, qui va couper l'appétit et qui va entraîner un certain dégoût d'aliments. Puis il y a d'autres théories aussi, le PYY336, l'adiponectine et d'autres hormones qui jouent dans ça. Donc c'est probablement, il y a des phénomènes hormonaux un peu plus dans le bypass que dans la sleeve. Dans la sleeve, on a également une augmentation du GLP-1, mais par le biais d'une vidange plus rapide de la sleeve. Donc les aliments arrivent également un peu plus vite à l'ion terminal, mais ce n'est pas le même effet qu'on a dans le bypass. Inversement, la gréline qui baisse beaucoup dans la sleeve, elle baisse un peu dans le bypass, mais pas autant, parce qu'on garde l'estomac, même s'il est exclu du circuit digestif. Donc ça, c'est une première particularité, je dirais, pour le diabète, bien qu'il n'y ait pas de niveau A de preuve, mais c'est une particularité intéressante. Et la deuxième, c'est le reflux. Alors c'est une grande série où ils ont repris 5000 sleeves, et clairement, on a à peu près 20% de reflux de novo, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de reflux et qui ont un reflux après une sleeve, 20%, un mat sur 5. Et les gens qui avaient un reflux avant, ils vont voir ce reflux s'aggraver avec la sleeve. Dans la plupart des cas, même si à 1 an ou 2 ans, par l'effet de perte de poids, vous avez une amélioration transitoire, il va y avoir une aggravation secondaire. Il y a un beau papier qui a été publié par l'équipe de Jacques Impens en Belgique qui a démontré que même avec une amélioration transitoire entre 1 an et 3 ans, il y a une recrudescence des signes de reflux au bout de 6 ans. Donc c'est un vrai problème, le reflux avec la sleeve. Et quand on regarde les séries, ça c'est une série de mon ami Arnaud Alves de Caen, et quand on regarde les indications dans beaucoup de séries de conversion de sleeve en bypass, il y a toujours le reflux, il y a insufficient weight loss, l'insuffisance de perte de poids, mais le reflux vient tout de suite en deuxième, et souvent c'est combiné. Donc le reflux, ça reste un vrai problème pour la sleeve. Et moi, mon premier message aujourd'hui pour vous serait le suivant: entre sleeve et bypass, qui sont quand même les deux opérations qui constituent 80% de l'activité mondiale aujourd'hui de chirurgie de l'obésité, si vous avez un malade qui a un reflux sérieux ou qui a un œsophage de Barrett à l'endoscopie, il ne faut pas proposer de sleeve, il faut faire un bypass. Et probablement, ce qui est marqué en vert, c'est un niveau de preuve qui n'est pas très élevé, mais c'est en tout cas ce qu'on fait. S'il y a un diabète et le malade, ils sont sweet eaters, je vous conseille de faire plutôt des bypass que des sleeves, mais ça, c'est un truc qu'on peut débattre. Tout le reste, on peut faire les deux. Je vous ai montré dans la dernière méta-analyse que les résultats se rapprochent sur la comorbidité et sur la perte de poids. Bien sûr, on ne peut pas faire de sleeve quand il y a une anse en Y précédente sur un problème biliaire. Chez les très vieux et les adolescents, j'ai tendance à proposer des sleeves. Les BMI très élevés, c'est une sleeve toujours en premier. Et chez les malades qui ont beaucoup de comorbidité, on veut faire un truc un peu plus rapide. On a montré ce matin une vidéo des gens qui ont eu des transplantations. J'en ai fait un certain nombre chez les transplantés. Et pareil, on a une préférence à faire des sleeves plutôt que des bypass.
Pareil, de nouveau, avec un niveau de preuve un peu moins élevé, le choix du patient, on doit clairement l'orienter. Quelqu'un qui a un barrette et un reflux, oui, même s'il a envie de faire une sleeve, il faut quand même essayer de le convaincre, ou alors moi je l'envoie chez quelqu'un d'autre, hein, je ne lui fais pas de sleeve. L'expertise du chirurgien, c'est important, mais ce n'est pas parce qu'on sait faire que des sleeves qu'il faut faire des sleeves à tout le monde. Il faut apprendre, ou alors se faire une équipe, ou travailler en équipe avec d'autres personnes. Et les malades difficiles à suivre, bien sûr que le bypass a des problèmes à long terme, entre autres les hernies internes, les occlusions, les ulcères marginaux, les fistules gastro-gastriques et d'autres problèmes de dumping, etc., sévères, qu'on ne voit pas avec la sleeve. Et c'est plus facile de suivre une sleeve à long terme, mais ça aussi, ça reste subjectif, ça reste à définir. Donc ça, c'est mon message pour le choix de l'intervention, ce qu'on appelle choisir la meilleure opération pour le meilleur malade. La deuxième partie du topo va être la reprise de poids. L'échec en termes de reprise de poids. Je vais vous faire rapidement une synthèse. Je vais pas il y a des choses qui ont été dites ce matin. Pour l'anneau, parce qu'en Europe, on avait une énorme population qui avait déjà eu un anneau. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un échec d'anneau? Bien sûr, la réponse facile serait une opération restrictive. On ne la remplace pas par une restriction, pas de sleeve, donc il faut faire des bypass ou autre chose, ou un truc de malabsorption. Mais si on regarde de plus près les données de la littérature, je vous ai mis une seule étude exprès, parce que j'essaye d'être synthétique, par Raoul Rosenthal. Ils ont regardé un petit peu les conversions en sleeve et bypass des anneaux en fonction de l'indication. C'est-à-dire, pourquoi on enlève l'anneau? Est-ce que parce que ça n'a pas marché ou parce que ça a marché, mais il y a eu une complication, un glissement, une migration, une infection, une rupture de l'anneau? Et c'est étonnant parce que quand on regarde les résultats, quand on convertit un anneau en bypass, ça, c'est le trait mauve clair. Je vous montre à 2 ans le résultat. Quand on le convertit en bypass parce que l'anneau n'avait pas marché au début, c'est sûr que ça donne de meilleurs résultats que quand on convertit en sleeve. C'est-à-dire l'anneau qui n'a pas marché, il ne faut pas le convertir en sleeve, il faut convertir en bypass. Mais quand on a un anneau qui s'est compliqué mais qui avait fait perdre du poids au malade, vous avez le choix entre la sleeve et le bypass. Vous voyez, les deux courbes ici sont identiques, hein. Donc, un anneau qui ne marche pas, on a le droit de convertir en sleeve ou en bypass si c'est pour une complication. Un anneau qui ne marche pas parce que absence de résultat, sans complication, il ne faut pas le convertir en sleeve. Ça, c'est le premier message par rapport à l'anneau. Je vous parle très vite aussi de l'intervention de Mason et toutes ses dérivations. C'est la gastroplastie verticale calibrée. Je ne sais pas si vous en avez au Maroc, mais à Beyrouth, on a une énorme cohorte de malades, des milliers qui ont eu cette opération dans les années 80-90. En Europe, on en avait, mais c'est en train de disparaître. Et donc, quand vous avez un Mason au départ, alors la seule chose à faire, c'est de convertir ce Mason en bypass. On ne peut pas faire de sleeve. Ils ont souvent un anneau ici ou une mèche. Et là, si vous faites une sleeve, vous allez avoir une sténose ou un problème ici. Donc, un Mason qui échoue, il faut faire une poche gastrique dans la poche du Mason et faire une danse en Y dessus. Et il faut enlever cette partie intermédiaire d'estomac. C'est ce que j'appelle le resectional gastric bypass, c'est qu'on coupe la partie haute de l'estomac qui est au-dessus de l'anneau, on fait un bypass en dedans. Pour des histoires de temps, je ne vais pas vous montrer cette vidéo-là parce que je pense que vous n'avez pas une énorme population de gens qui ont eu des Mason ici. Mais le Mason, on le transforme en bypass et pas en sleeve. Alors la sleeve, ça a été largement exposé ce matin, je ne vais pas revenir là-dessus du tout. Quand la sleeve échoue, il y a quelqu'un qui a montré ce matin les datas. Ça, c'est une méta-analyse de 2014 qui a repris tout ce qui a été fait sur les reprises de sleeve. Et il y a 3 options dans les échecs de sleeve. On re-sleeve, on en a parlé ce matin, on fait un bypass, ou on fait autre chose. Et autre chose, c'était principalement avant 2014 des BPDDS, des biliopancreatic diversion et duodenal switch. C'est les opérations de malabsorption. Et donc, quelqu'un a montré ces courbes aussi. C'est ce qui donne les meilleurs résultats quand une sleeve ne marche pas. Si on veut simplifier le problème, il faut faire une opération de malabsorption type duodenal switch, distal bypass ou SADS aujourd'hui. Resliver et faire des bypass, le bypass est un peu mieux, mais ça donne des résultats très proches l'un de l'autre. Mais si on veut être un peu plus fin dans la réflexion, je pense qu'on peut resliver un petit nombre de malades, surtout quand l'opération initiale n'avait pas été bien faite. Et ça a été démontré ce matin, un grand fundus qui reste, où on a à peine coupé l'estomac. Mais ça, c'est une minorité de malades. On peut resliver éventuellement une sleeve qui a beaucoup de dilatation. Alors, dans cette étude-là, qui a été faite par nos amis Gagné, Antonio Iannelli, Patrick Noël et Marius, le volume de plus de 250 cc, c'est très difficile à mesurer, mais une grosse sleeve, on peut la resliver. Tout le reste, en général, il faut faire autre chose. Alors, s'il y a un reflux, le bypass est une très bonne solution.
S'il n'y a pas de reflux, s'il n'y a pas de reflux, on peut aller vers le SADI-S ou le duodenal switch. Alors le SADI-S aussi, on a montré des images ce matin. Je vais vous en parler un tout petit peu après cette étude. Et là, c'est une étude. Donc, premièrement, une sleeve qui ne marche pas, très dilatée ou erreur technique de départ, on peut resleever. Ça constitue 5% des malades à peine. Et le reste, les 95% des cas, il faut faire autre chose. Autre chose, c'est bypass ou opération de malabsorption. Alors, comment on choisit entre bypass et duodenal switch, une grosse malabsorption? Ça, c'est un très beau papier également que je vous invite à lire en détail. Et en général, un malade qui a un risque opératoire élevé, on fait une opération plus simple qui est le bypass par rapport au duodenal switch. S'il y a eu des résections d'intestin au départ, s'il y a beaucoup de déficit vitaminique, et si le malade n'avait pas amélioré un malade qui n'avait pas beaucoup de comorbidité, de diabète, d'hypertension, de syndrome métabolique, on peut faire un bypass. Et si le BMI initial était inférieur à 50, on peut faire un bypass. Pour tous les autres, les très gros, mais en bonne santé et beaucoup de syndrome métabolique, il faut aller vers un duodenal switch. Et ça a été clairement démontré également dans les grosses séries qui ne sont pas prospectives randomisées. Alors le duodenal switch, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait beaucoup. À Paris, depuis que je suis rentré à Beyrouth, j'en ai fait aucun pour des problèmes de suivi de malades. Mais c'est des opérations lourdes techniquement et lourdes surtout pour le suivi. C'est ça qui nous embête et qui nous inquiète le plus. Et donc après avoir fait la connaissance, et on est devenu très copains avec Monsieur Torres, l'idée du SADI-S m'a séduit. J'en ai fait quelques-uns déjà. Alors le SADI-S, c'est une opération de malabsorption, mais c'est le SADI-S est au duodenal switch, ce que le mini bypass est au bypass, c'est-à-dire on fait une seule anastomose entre le duodénum et le grêle. Antonio a commencé par faire des 250 cm, maintenant il fait entre 250 et 300 en fonction du malade et de ses comorbidités. Vous faites la sleeve au départ, si vous faites ça de façon primitive, et ensuite vous faites une seule anastomose entre le duodénum. L'idée de faire le SADI-S, c'est de garder le pylore, d'empêcher théoriquement, je dis bien théoriquement, un reflux biliaire, c'est ce qui a toujours été reproché au mini-bypass dans l'estomac, et d'avoir une malabsorption à 250 cm de la valvule iliocécale. Maintenant, quand vous avez déjà la sleeve qui est faite, Antonio Torres ne revient jamais réviser la sleeve. Il fait tout de suite la dissection du duodénum. Donc vous allez dans une zone qui est vierge, vous disséquez le duodénum et vous faites votre anastomose. Donc ça, c'est son principe. Parce qu'on a parlé ce matin de réviser ou pas les sleeves. Il ne ferme jamais la brèche mésentérique et il m'a dit qu'il a eu une seule hernie interne avec cette opération-là, mais il ne ferme pas la brèche mésentérique. De la même façon que dans les mini-bypass, la plupart des gens qui font cette chirurgie, j'en fais pas partie, ne ferment pas la brèche mésentérique de Peterson. L'orateur précédent vous a expliqué tout ce qu'il fallait sur les bypass. Je me permets de rajouter juste un petit diagramme de résumé. Si vous avez une récidive de poids après un bypass, alors si vous avez des malades qui mangent beaucoup et une grosse poche et une grosse anastomose gastro-jéjunale, on peut penser à réduire cette poche chirurgicalement. Je peux vous montrer des vidéos pour ceux qui sont intéressés de réduction de poche gastrique et d'anastomose, mais ça c'est comme pour la resleeve. C'est des cas très sélectifs et très sélectionnés. C'est vraiment quand il y a une énorme estomac qui a été fait au départ, où on peut mettre un anneau sur le bypass. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré une efficacité entre 25 et 50% de perte d'excès de poids supplémentaire. Et pour, en général, les gens qui sont sweet eaters, et il n'y a pas de poche, de défaut technique du bypass, une énorme poche avec une énorme anastomose, là, il faut passer également aux opérations de malabsorption. Alors, on vous a clairement expliqué le bypass distal, et j'ai été séduit par la nouvelle idée, parce que l'idée du bypass distal classique, tel qu'on l'a connu avant, et Michel Gagné avait fait une étude à l'époque, c'était dans ma tête plus de complications et une efficacité égale. Mais avec le nouveau concept qu'on vient de vous présenter, ça me semble être une option très, très valable. On attend le suivi et les études, et on peut être plus classique et plus radical quand un bypass échoue, on le transforme en une opération de malabsorption type BPDDS, Biliopancreatic Diversion Duodenal Switch, ou SADI-S comme Antonio Torres, mais là c'est vraiment très compliqué. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo 2 comment on fait? Je vais vous montrer, c'est l'histoire d'une malade. Alors, j'ai tendance à proposer une réversion du bypass et une sleeve, dans un premier temps, puis transformer en SADI-S chez les malades qui ont un échec de bypass avec des... C'est la vidéo 2. C'est les malades non seulement qui ont un échec ou une reprise de poids,
mais qui ont en plus des dumpings. Parce que c'est une opération, théoriquement en tout cas, le SADS qui empêche. Donc je vais vous montrer juste la première étape. Ça, c'est une malade qui avait eu 2 anneaux et 2 bypass à ciel ouvert. Un bypass et une révision de bypass. Et nous, c'était la 5e opération. C'était pour réverser le bypass parce qu'elle avait des dumpings sévères. Elle perdait connaissance, qui ne répondait pas au traitement médical et elle restait obèse. Donc on commence par une viscérolyse. Toujours, cette viscérolyse, il faut la faire avec des instruments sans énergie. Ça, c'est l'estomac exclu. Ici, on est en train de se séparer de l'anastomose gastro-jéjunale faite entre le petit tube gastrique qu'ils ont créé et révisé au préalable. Ça, c'est l'estomac exclu de l'autre côté. Est-ce qu'on peut réduire les lumières un peu dans la salle pour qu'ils puissent voir un peu mieux? Et donc, c'est des chirurgies très difficiles parce que non seulement il y a un travail sur l'intestin grêle, mais il y a un travail sur l'estomac. Donc là, je vais vous montrer, je l'ai fait toujours en 2 temps. On va toujours, comme on a déjà parlé ce matin, disséquer la région hiatale. Il y a souvent dans ces malades qui ont, pour une chirurgie de révision, il faut disséquer la région hiatale, fermer les piliers, et c'est souvent, ça vous permet d'avoir des anastomoses qui ne sont pas sous tension, de bien voir l'estomac et de ne pas laisser de poche gastrique. Là, en l'occurrence, c'était une petite poche gastrique. Donc on sépare, on rétablit l'anatomie, et dans ces cas particuliers où vous réversez des bypass, il faut vraiment se méfier de l'artère gastrique gauche. Il ne faut pas la dévasculariser, sans ça vous allez vous retrouver avec un tube gastrique dévascularisé. Vous ne pourrez plus faire de sleeve, reconnecter l'estomac. Donc ça, c'est la dissection de la région hiatale. Après, on va disséquer le grêle qui descend et on va le mesurer. Si l'anse alimentaire précédente était inférieure à 1 mètre, je la résèque. Je ne refais pas d'anastomose et je garde la jéjuno-jéjunostomie d'avant. Si elle est supérieure à 1 mètre, on ne la résèque pas et on refait une anastomose grêlo-grélique. C'est juste pour simplifier la procédure. 1 mètre de grêle sur un grêle long, ce n'est pas grand-chose. Et donc ça, c'est la viscérolyse progressive des anses intestinales. On poursuit cette opération jusqu'au grêle terminal. J'avais présenté cette vidéo au dernier congrès de l'IFSO à Londres. Et donc là, vous voyez l'anse et ça va vous mener à la précédente jéjuno-jéjunostomie qui est là. Et l'anse était courte, elle faisait 70 cm. Donc on a décidé de la réséquer. Donc en réséquant cette anse, elle est là la jéjuno-jéjunostomie, vous avez rétabli le grêle, entre guillemets, et après il faut connecter l'estomac avec la poche gastrique en haut, et après il faut faire la sleeve. Et là vous revenez dans une situation de sleeve, et à partir de là, c'est une conversion de sleeve en BPDDS si vous préférez, ou SADS, c'est ma préférence aujourd'hui, avec un début d'expérience qui est plutôt encourageant. Donc on commence par faire la fermeture des piliers, comme ce que vous avez déjà vu auparavant. Donc maintenant on a disséqué le grêle, on l'a mesuré, on a vu la jéjuno-jéjunostomie, on a séparé l'estomac exclu de l'estomac raccordé au grêle, de la gastro-jéjunostomie. Donc là, vous avez l'ésophage, la poche gastrique. Je vais couper la poche gastrique au ras de la précédente gastro-jéjunostomie. Donc ça, c'est la poche gastrique qui reste. Et on a gardé les vaisseaux ici. Vous voyez bien, si vous coupez ces vaisseaux pendant la dissection, elle va s'ischémier ou se nécroser. Ensuite, on va réséquer le grêle et ensuite, on va préparer l'estomac. Alors ça, c'est l'estomac. C'est une technique de sleeve classique. Moi, je mesure 4 cm du pylore. On libère la grande courbure. Je fais ça à ce stade-là, sans couper l'estomac, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dévascularisation, parce que cette malade a eu 4 opérations à ciel ouvert auparavant. Donc ça, c'est le lac qui me permet de mesurer 4 cm du pylore. On libère l'estomac comme pour une sleeve. Et ensuite, on va couper le méso de ces 70 ou 75 cm de grêle qui avaient servi au préalable d'anse alimentaire pour les réséquer. Donc on colle le grêle et on les coupe. Après, avec une GIA, on coupe en amont de la précédente jéjuno-jéjunostomie qui est là, et comme ça le grêle est continu, il ne reste plus qu'à raccorder l'estomac et le sliver. Alors ça c'est le grêle qu'on a enlevé avec la gastro-jéjunostomie. Maintenant ça c'est l'estomac. Alors quelques petites astuces, j'ouvre l'estomac sur la petite courbure et je mets un point repère pour ne pas twister l'estomac parce que tout est très libéré. Donc si vous n'avez pas des repères, vous pouvez twister l'estomac. Donc je mets un point repère, petite courbure de la poche gastrique
précédente du bypass et petite courbure de l'estomac exclu qu'on vient de disséquer. Ensuite, je vais rentrer un fauché dedans et je vais sliver l'estomac ouvert pour voir la vascularisation de la muqueuse. Et finalement, je ferai une gastro-gastrostomie entre le tube gastrique. Donc là, on va mettre le fauché de 40. J'utilise toujours un fauché de 40. J'utilisais dans le temps du 36. Et donc là, on va sliver le long du fauché. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il faille raccorder l'estomac et après sliver parce que le risque d'ischémie, à mon avis, en tout cas pas visible, est plus important. Donc ça, c'est la sleeve de l'estomac précédemment exclu. Et on va faire une sleeve de la poche gastrique. Je vais la rétrécir également. Et donc ça, là, un coup d'agrafage sur l'estomac qui avait servi au départ de poche gastrique pour le bypass précédent. Et donc là, il nous reste à raccorder les deux bouts d'estomac pour reconstituer la sleeve. Donc je fais ça manuellement. Souvent, je fais un seul plan au PDS 3.0 et de temps en temps, je rajoute des points. Et je fais ça avec la muqueuse visible devant moi et je vérifie bien qu'elle est bien vascularisée jusqu'à la fin de l'anastomose. Donc là, je suis sûr que j'ai gardé deux bouts d'estomac très bien vascularisés. Ça, c'est primordial. Et je fais tout ce que je ne fais pas d'habitude dans les sleeves, c'est-à-dire je laisse une sonde gastrique, un drain, je fais un test au bleu, tout ça, je ne les fais pas en général dans les sleeves. Mais dans une chirurgie de révision compliquée comme celle-là, je fais ça sans preuve scientifique de leur utilité. Après ce stade-là, vous avez de nouveau une sleeve. Alors, j'avais l'intention pendant donc là c'est le test au bleu, de faire le SADIS pendant le même temps, mais je peux vous dire que ça prend beaucoup de temps déjà, et moi je vous conseille de le faire en 2 temps. Donc je fais un test au bleu, ça c'est la nouvelle sleeve, et je laisse un drap, et voilà l'aspect final. Donc on revient. C'est bon, c'est bon. Alors, je reprends le diaporama. La 5e opération, c'est le One Anastomosis Gastric Bypass ou le mini bypass. C'est une opération que je fais très peu, quasiment pas. J'en ai fait quelques-unes. Mais pareil, quand il y a une reprise de poids, c'est une opération qui a un peu moins de malabsorption que le bypass standard, mais un peu moins de restriction et plus de malabsorption. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On peut mettre un anneau sur la poche gastrique. On peut réduire l'estomac ou rallonger ou raccourcir l'anse commune. Je ne vais pas vous montrer. Et ça, c'est le BPDDS, c'est-à-dire la version classique du SADIS d'aujourd'hui. On fait une anse en Y avec une anse commune très courte. En général, on fait 1 mètre ici, 1,50 m pour l'anse alimentaire qui est anastomosée au duodénum et avec une sleeve. Et même dans ces opérations-là, il y a un petit pourcentage de reprises. Les reprises chirurgicales, ça c'est une très belle étude faite par mes amis Guillaume Bécoirne et Philippe Topard, et dans lesquelles ils ont noté dans la littérature 0,5% à 2, quelque chose % de reprises pour ça. Alors pareil, vous pouvez augmenter la restriction au niveau de la sleeve ou augmenter la malabsorption en raccourcissant l'anse si vous avez une reprise de poids à ce niveau-là. Alors sachez qu'il y a des publications aujourd'hui pour une 3e chirurgie de l'obésité et même une 4e. C'est souvent des malades. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au début, faire la meilleure opération au début, parce que ça, il y a dans ces séries-là qui est intitulée 3e opération de poids, là, c'est des malades qui ont eu un anneau, une sleeve et après un bypass. D'autres qui ont eu un bypass, ils ont révisé la stomie, ils ont fait un bypass distal, etc. Donc, c'est des opérations qu'on fait une 3e fois, une 4e fois. Et mes messages pour vous en termes de reprise de poids, moi, je les résume et que c'est comme ça que je fais aujourd'hui. Un anneau qui n'a pas marché, je fais un bypass. Un anneau qui a marché mais qui s'est compliqué, je fais sleeve ou bypass en fonction de la demande du malade. Sachez que c'est plus difficile de faire une sleeve après un anneau que de faire un bypass après un anneau. Une opération de Mason, je la transforme toujours en bypass. Une sleeve, je fais très peu de re-sleeve. Certainement, quand il y a un problème technique au départ, une grosse poche, c'est là les cas qui peuvent bénéficier de ça. Le reste, il faut faire autre chose, ou bypass, ou de la malabsorption, BPDDS ou SADIS. Alors, je fais des bypass pour les BMI initiales moins de 50, les malades très malades, c'est-à-dire qui ont des comorbidités et qui ont un syndrome métabolique modéré. Les reprises de poids après bypass, quelques exceptions, s'il y a une énorme poche, une énorme gastrogéginostomie, on peut réduire la poche ou mettre un anneau dessus, et tout le reste, il faut faire de la malabsorption, bypass distal ou SADIS.
Et le one anastomose, on en a parlé, ainsi que le BPDDS, il faut augmenter la restriction au niveau de la poche gastrique ou augmenter la malabsorption. Je vous montre une petite vidéo pour finir. Donc il faut que j'aille. Donc je vous montre juste ça. Alors parce que mon collègue vous a montré pour les fistules gastriques chroniques. On doit. Oui. Alors moi, je fais toujours des ésogéjunostomies sur anse en Y pour les fistules chroniques. Pareil, ça marche pas. Hein. Voilà. Donc les reprises des fistules après sleeve. Donc ça, c'était une fistule gastrobronchique. Le malade ou la malade, c'était une femme, mangeait, elle toussait et les aliments ressortaient par les bronches sans cavité intermédiaire dans la plèvre. C'était une fistule directe gastrobronchique. Donc je me suis toujours dit que je vais essayer de faire un Balthazar ou une gastrogéjunostomie, enfin fistulogéjunostomie, et j'ai toujours fini par faire une ésogéjunostomie par rapport à la qualité de l'estomac qu'on a au niveau de la fistule, par rapport à ce risque d'ulcère dont on a parlé ce matin, par rapport à la qualité de la sleeve en elle-même. Donc je coupe la région, je ne fais pas de gastrectomie totale, je coupe la région de la fistule et je fais une ésogéjunostomie sur anse en Y avec la technique circulaire que j'utilise en général dans le bypass gastrique. Donc je dissèque toujours l'œsophage. De toute façon, il faut disséquer l'œsophage et le descendre dans l'abdomen, toujours dans ces fistules-là, même si vous décidez de faire un Balthazar ou un Balthazar modifié. Donc là, je mets un lac autour de l'œsophage. Là, au moins, vous êtes sûr que vous êtes en zone saine et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La fistule, elle est là, chronique. Vous voyez l'estomac, il rentre dans le diaphragme et la pointe du lobe gauche, elle est prise dans de la fibrose ici. C'était une malade qui avait eu ça plusieurs mois auparavant, 4 ou 5 mois. Et comme vous l'a expliqué notre ami tout à l'heure par rapport aux fistules chroniques, le premier mois, c'est les traitements conservateurs. Le deuxième mois, c'est les traitements endoscopiques. Et après le troisième mois, si la fistule persiste après une sleeve, c'est la chirurgie. Donc là, on a coupé l'endroit où il y avait la fistule et on va se retrouver avec un déficit, un trou avec de la fibrose autour. Donc j'ai toujours un peu de mal intellectuellement à faire une anastomose dessus, plus le risque théorique d'ulcère, en tout cas anastomotique. Donc ça, c'est l'endroit où il y a beaucoup de fibrose. Et vous allez voir, on va défaire l'endroit où l'estomac est collé au diaphragme, où il y a la fistule. Claude, il faut faire rapidement parce que ça passe en derrière. Pardon? Le comité nous dit qu'on est très en retard. D'accord. Moi, je ne suis pas en retard par contre. On m'avait prévu 25 minutes, mais je vais finir sur ça. Hein. C'est la dernière chose et la diapo de conclusion. Si ça vous on peut continuons et on arrête dans 5 minutes. 5 minutes, c'est largement suffisant. Hein. Merci. C'est quasiment fini. Hein. Donc là, j'ai défait la fistule et vous allez voir, on ne trouve jamais un estomac de bonne qualité. Il y a toujours des fils, des clips, parce que souvent, ils ont eu des soucis à ce niveau-là, au préalable. Et donc, vous allez voir, la fistule, elle est là. Vous voyez, avec des fils de merceture, des clips. J'ai toujours un peu de mal à faire une anastomose là-dessus, moi. Donc, je préfère couper ici et faire une œsogéjunostomie parce que j'ai l'habitude de faire ça tous les jours avec le bypass ou avec les gastrectomies totales pour cancer sous cellio. Je regarde toujours, j'essaye de voir si je peux faire un Balthazar et je finis toujours par faire une œsogéjunostomie. Mais ça tombe bien parce que mon collègue vous a montré le Balthazar. Et donc on fait une anastomose circulaire œsogéjunale comme dans une gastrectomie totale cellio ou comme dans un bypass gastrique. Donc je dissèque un peu la région où il y a la fistule, je coupe un bout d'estomac, je laisse l'estomac exclu. Et donc ça, c'est un sujet de discussion s'il faut enlever l'estomac ou pas. Donc je coupe l'œsophage, on coupe en dessous, l'estomac ici sous la fistule, et je monte une anse pour faire une anastomose circulaire. Donc on met l'enclume, comme ce que vous avez vu dans le film de Philippe ce matin. J'utilise toujours cette technique pour faire des petites anastomoses dans les bypass. Donc l'anse en Y classique. La géjunostomie avec des tristaples beiges ou des blanches. Je ferme toujours les brèches mésentériques comme dans un bypass, la brèche du pied de lance et le Peterson. Et le point d'entrée ici, on le ferme manuellement. Ça, c'est avec du fil résorbable monofilament du PDS et les brèches avec du fil monofilament non résorbable, en l'occurrence du Prolène ou l'équivalent. Ça, c'est la fermeture de la brèche.
Et après, on va voir en 2 secondes la gastrogéginostomie circulaire. Et on finit sur la diapo de conclusion. Et donc ça, on prend l'extrémité de l'anse, la future anse alimentaire. Je l'ouvre parce que je vais réséquer le cul-de-sac pour l'anastomose. Donc je l'ouvre, on l'ouvre comme on veut, on peut livrer au ligachour. Parce qu'on va réséquer cette partie. On va rentrer l'anastomose circulaire par là. Donc ça se termine comme ça, et comme toujours dans les récidives, je mets une sonde et un drain, on vérifie les collerettes, on vérifie, je la renforce un peu l'anastomose, je mets 3 ou 4 points en U pour détendre la tension, et je coupe toujours le cul-de-sac, il faut le couper flash avec l'anastomose, et ça c'est l'aspect final de la chirurgie, et comme je vous disais, je ferme le Peterson ici, et je mets un drain et une sonde gastrique. Je peux repasser à la dernière diapo. Voilà, c'est bon. OK, donc, pour conclure, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans la chirurgie de l'obésité. Pourquoi ils reprennent du poids après le bypass, etc. Je pense que c'est parce que cette chirurgie, ce n'est pas simplement restriction et malabsorption. On l'a évoqué ce matin, on a parlé du PYY 336, des hormones, mais il y a beaucoup de choses, la bile, les microbes de l'intestin, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui, qui rentrent en compte, et dans la reprise de poids, et dans le management futur. Et je pense qu'il faut bien sélectionner ces malades au départ pour réduire le risque d'échec. Il faut bien faire la chirurgie. Une fois on a fait ça, et on a une récidive de prise de poids, prise en charge multidisciplinaire, et moi je suis les schémas que je vous ai montrés aujourd'hui. Merci de votre attention. Voilà, merci.